Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le ministère de la Santé organise depuis le 13 mars sur toute l'étendue du territoire national la semaine de suivi de la mère et de l'enfant. Dans cette édition, vous suivrez le constat du déroulement de l'opération dans certains quartiers de la commune d'Abomey-Calavi. Les États-Unis sont débordés par la hausse du nombre des migrants à la frontière avec le Mexique et l'administration du président Biden a dû faire appel à l'Agence fédérale de gestion des secours. Et puis en Bolivie, l'opposition est descendue dans la rue contre la détention de l'ancienne présidente par intérim, Janine Áñez. Elle est accusée d'avoir mené un coup d'État contre Evo Morales, son prédécesseur. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État a reçu en audience dans la matinée de ce mardi 16 mars 2022 au palais de la Marina le colonel Pascal Tawes, l'officier des forces armées béninoises à la retraite, est allé plaider auprès du président de la République le dénouement de sa situation administrative. On l'écoute à la fin de l'audience. J'ai sollicité cette audience pour rendre compte au chef de l'État de ma situation administrative actuelle. Comme vous le savez mieux que moi d'ailleurs, j'ai été envoyé aux États-Unis en qualité d'attaché de défense en 2011 avec un visa d'1 an renouvelable. Je suis retraité depuis octobre 2013. Mais malheureusement, les différents responsables de l'ancien régime politique ne m'ont pas accordé l'assistance nécessaire, efficace, qui permette le retour de ma famille au Bénin de manière sereine. C'est pour cette raison j'ai rencontré le président de la République pour qu'il intervienne pour un règlement diligent de mon dossier administratif. Le chef de l'État m'a bien reçu. Il m'a donné les directives et les conseils nécessaires et il a promis d'instruire les structures concernées afin que je sois satisfait. Le gouvernement béninois, à travers le ministère de la Santé, organise du 13 au 20 mars 2021 la semaine de suivi de la mère et de l'enfant sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction a sillonné les postes de l'école primaire publique d'Adjagbo et Zékamin dans les arrondissements d'Akasato et de Glotibé pour mieux comprendre le déroulement et l'évolution des opérations prévues à cet effet. Aristide Setti, Clémence Tonoucoin et Romaric Devouchy. Ce sont des cris d'un bébé qui réjouissent les parents et les agents de santé. Preuve de la bonne santé de l'enfant. La naissance d'un bébé tourne parfois à la tragédie, la mort de l'enfant ou de la mère. Et c'est pour mettre un thème à ce malheureux phénomène que le gouvernement béninois a organisé la semaine de survie de la mère et de l'enfant. Au poste de l'école primaire publique d'Adjagbo, dans l'arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi, le chef poste nous explique les différentes opérations en cours. Nous essayons de donner de la supplémentation en vitamine A aux enfants âgés de 6 mois à 59 mois. Nous donnons également du zinc. Du zinc, c'est un médicament qui renforce les enfants, qui renforce leur immunité. Nous donnons également aux enfants qui ont entre 1 an et 5 ans, on donne de l'albendazole pour que l'enfant soit déparasité. Et quand on finit de faire tout ça, nous dépistons les enfants pour la malnutrition. On essaie de prendre leur périmètre brachial, leur tour de bras, pour voir si l'enfant se porte à merveille. Parce qu'il y a des enfants malnutris dans nos contrées. Et ces enfants malnutris constituent aujourd'hui un problème de santé publique.
Et donc, pour ne pas avoir un grand nombre d'enfants, il y a cette activité que nous avons insérée dans cette semaine de suivi. Une seule intention des populations freine les activités à ce poste. Quand on s'est rendu compte que la population est réticente, elle ne sort pas sous prétexte que c'est les produits Covid qui sont en train d'être administrés. Donc ça pose un problème. Comme il y a eu la coïncidence que le vaccin Covid est venu rentrer au Bénin, les gens ont cru à un moment donné que c'est ça que les gens sont en train d'administrer, ce qui n'est pas vrai. Parce que ça là, c'est juste l'albendazole, le zinc, la vitamine A. Situation différente au poste de Zekamé à Glodjigbe. Les agents de ce poste se frottent les mains. La semaine de suivi, là, ça marche très bien ici. Les enfants viennent à compte-gouttes. Le premier jour, ils viennent en quantité, mais maintenant, c'est à compte-gouttes. Mais ça a commencé depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ne cessent pas d'arriver, ils arrivent. Il n'y a pas de difficulté. Les femmes en âge de procréer sont donc invitées à sortir avec leurs enfants de 0 à 59 mois pour bénéficier des interventions dans la période du 13 au 20 mars 2021 sur toute l'étendue du territoire national. En sport, le championnat international de boxe arabe aura lieu du 21 avril au 1er mai prochain à Moscou. 3 athlètes béninois participent à ce grand rendez-vous. Une équipe de la rédaction de la télévision est allée les observer à l'entraînement. Frédéric Espoir Mambou et Damien Pedro. Chancel Chibozo est l'un des 3 athlètes sélectionnés pour défendre les couleurs du Bénin au grand gala de boxe en Russie du 21 avril au 1er mai prochain. Malgré ses 19 combats dont plusieurs sur le plan continental, il a du mal à trouver le sommeil depuis peu. C'est pour la première fois qu'on veut voyager sur l'Europe. Bon, tout d'abord, il y a stress. Il y a ça. Par exemple, la nuit maintenant, je ne peux pas dormir, je ne fais que penser à ça. Une situation qui touche la sensibilité du bon cœur de Justin Narcisse Soglo, qui pour l'heure est le seul accompagnateur de ces athlètes. Donc nous allons nous mettre vraiment, nous plier à 4 pour que psychologiquement nos athlètes soient au point, pour que la victoire revienne au Bénin pour pouvoir honorer notre cher pays. Pour ce qui est du niveau technique, le coach de ces athlètes pense qu'ils peuvent affronter quelques adversaires de leur catégorie. Le niveau des athlètes actuellement n'est pas mal. Je ne peux pas dire que c'est très bien, mais c'est pas mal pour déjà représenter le Bénin valablement pour un gala du genre. Ouais, puisqu'il y a 2 qui vont combattre en semi-pro et la fille amateur. Donc le niveau technique... c'est pas mal, c'est pas mal. Mais dans la préparation d'un championnat de ce niveau, les athlètes béninois restent confrontés à des difficultés de plusieurs ordres. C'est parfois combiner le job et les entraînements. Parce que parfois vous revenez du job, vous êtes fatigué. Le coach lui ne comprend pas que vous étiez occupé, il veut un résultat et vous devez vous mettre à sa disposition et au maximum. Et là aussi, parfois financièrement, on a du mal à parfois rejoindre le centre d'entraînement tout le temps, et avec nos matériels qui sont parfois âgés. Ce qui amène l'opérateur économique qui les accompagne à appeler ses pairs à soutenir les représentants béninois à ce gala de boxe arabe de Moscou. Et je vais exhorter par la même occasion certains opérateurs économiques, amoureux ou non du sport, de pouvoir essayer de se rapprocher de l'équipe qui travaille avec les athlètes pour que vraiment le sponsoring soit de taille, pour que nous puissions accompagner ces athlètes à la victoire. Ce n'est que ce faisant que le Bénin pourra exiger plus de lauriers de ces athlètes qui d'ailleurs en rêvent. Je leur promets la victoire dans ma catégorie et le titre mondial pour ce championnat de boxe arabe.
L'actualité hors du continent à présent, les États-Unis sont débordés par la hausse du nombre de migrants à la frontière avec le Mexique. L'administration du président Biden a dû faire appel à l'Agence fédérale de gestion des secours qui souligne l'ampleur de la crise humanitaire. Ces arrivées massives sont liées à l'annulation de mesures restrictives qui avaient été prises par Donald Trump. Genoux à terre, des dizaines de migrants d'Amérique centrale implorent Joe Biden de les laisser entrer aux États-Unis. Des scènes qui se répètent jour après jour à la frontière américaine, qui fait face à un afflux sans précédent. Selon le ministre de la Sécurité américaine, près de 100 000 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés à la frontière sud des États-Unis en février, 30% de plus qu'à la même période l'an dernier. Le pays attend un flux de migrants historique à sa frontière. J'ai entendu dire l'autre jour qu'ils viennent parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de sympa et que je ne ferai pas ce que Trump a fait. Je peux le dire très clairement, ne venez pas. Pendant cette période de mise en place, ne quittez pas votre ville ou votre communauté. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain signait un moratoire sur l'expulsion des migrants arrivés dans le pays avant novembre 2020, mettant également fin à la politique de séparation des familles. Durant sa campagne, Joe Biden promettait un nouveau statut pour la totalité des 11 millions d'immigrés qui vivent en situation irrégulière dans le pays. Pour les républicains, la situation aux frontières résulterait de l'abandon de la politique migratoire de Donald Trump. La sécurité de notre nation et de notre frontière est d'abord et avant tout la responsabilité de notre président. Je suis venu ici parce que j'ai entendu parler de la crise. C'est plus qu'une crise, c'est un drame humain. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que ça aurait pu ne pas arriver. Cette crise a été créée par la politique présidentielle de cette nouvelle administration. Elle ne peut avoir d'autre nom que la crise Biden aux frontières. Pour l'heure, la majorité des familles sont renvoyées vers le Mexique ou leur pays d'origine en vertu des règles mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais le pays doit faire face à une arrivée croissante de mineurs non accompagnés qui eux sont pris en charge par les États-Unis. Des structures d'accueil dédiées aux moins de 18 ans depuis bien longtemps saturées selon la ministre de la Santé américaine. En février, près de 10% des migrants en situation irrégulière arrêtés à la frontière étaient des mineurs isolés. Et puis, première tournée en Asie du chef de la diplomatie américaine après Tokyo. Il est arrivé à Séoul, en Corée du Sud, où il doit rencontrer jeudi des responsables chinois en Alaska. La Chine, que les États-Unis et le Japon ont mis en garde contre toute tentative de coercition et de déstabilisation en Asie sous peine de riposte. Un voyage diplomatique des plus scrutés. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait face au Premier ministre japonais. Photos de famille, conférences de presse et un avertissement à tous possibles ennemis américano-japonais avec la Chine en ligne de mire. Nous croyons en la démocratie et les droits de l'homme, l'état de droit, parce que nous avons vu comment nos propres pays sont plus forts, parce que nous adhérons à ces valeurs et parce qu'elles sont menacées dans de nombreux endroits, y compris dans cette région. Je sais que le Japon partage nos préoccupations quant aux actions déstabilisatrices de la Chine. Et comme je l'ai déjà dit, la Chine représente un défi pour le département de la Défense. Et nous savons que la concurrence dans la dynamique mondiale changeante d'aujourd'hui ne peut se faire que dans un esprit de travail d'équipe et de coopération, qui sont les marques de notre alliance avec le Japon. L'empire du milieu, défis politiques, économiques, militaires et technologiques, déclaration commune des deux nations, un positionnement qui rejoint les annonces de Joe Biden il y a un mois et la création d'un groupe de travail sur la Chine au sein du département américain de la Défense. Washington accentue donc sa pression sur Pékin et dans le Pacifique, la Corée du Sud est l'un de prochaines destinations diplomatiques. Samedi 13 mars, le président américain s'est aussi entretenu par visioconférence avec le Premier ministre australien. De son côté, la Chine n'a pas tardé à réagir avec diplomatie et sans agressivité. Les États-Unis et le Japon devraient s'engager dans des échanges et une coopération qui permettront de renforcer la compréhension et la confiance mutuelle entre les pays de la région, de contribuer à la solidarité et à la coopération,
ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans la région Asie-Pacifique. Il ne devrait pas viser ou nuire aux intérêts de tierces parties. La démocratie doit servir son propre peuple, ajoute Pékin. Ce jeudi, l'équipe du secrétaire d'État américain organise en Alaska une réunion avec les chefs de la diplomatie chinoise. Une rencontre qui s'annonce glaciale ou pas. En Bolivie, l'opposition est descendue dans la rue contre la détention de l'ancienne présidente par intérim, Janine Áñez. Elle est accusée d'avoir mené un coup d'État contre Evo Morales, son prédécesseur. Des dizaines de milliers de manifestants réclament la libération des prisonniers politiques. Qui a mis le feu aux poudres en Bolivie. Samedi, Janine Áñez a été arrêtée pour terrorisme, sédition et conspiration. L'opposante est accusée d'avoir participé à l'éviction de son prédécesseur socialiste, Evo Morales. Des milliers de manifestants défilent dans de nombreuses villes du pays pour soutenir l'ancienne présidente par intérim. À Santa Cruz, 40 000 personnes ont défilé sur la place Cristo Redentor. Lieu incontournable des manifestations de la droite bolivienne. À La Paz, les manifestants sont allés jusqu'aux portes du bureau du procureur général et dénoncent un manquement à la démocratie. Nous sommes vraiment de retour pour défendre le peuple d'une dictature comme autrefois. Il y a 54 ans, je suis arrivée dans ce pays pendant la dictature de Banzer. Et maintenant, je me retrouve en vous disant que la Constitution n'a pas été vraiment respectée. À partir de là, on fait des démocraties avec des arbres un peu boiteux, acceptant tout. Le temps est venu de dire « assez, assez, assez ». La femme de 53 ans est placée en détention provisoire pour 4 mois, ainsi que 2 de ses anciens ministres. Evo Morales appelle à des sanctions à la suite de son arrestation. Pour la justice et la vérité, pour les 36 morts, les plus de 800 blessés et les 1500 personnes arrêtées illégalement pendant le coup d'État, que soient soumis à enquête et sanctionnés les auteurs et complices de la dictature qui a pillé l'économie et porté atteinte à la vie et la démocratie en Bolivie. Evo Morales a été président de 2006 à 2019. Accusé de fraude par sa principale opposante lors de son 4e mandat, il est contraint de démissionner après de nombreuses semaines de manifestations. Depuis ce jour, l'ancien président dénonce un coup d'État de la part de la droite conservatrice. Janine Áñez, incarcérée dans une prison pour femmes, a dénoncé la décision de la justice. Comme nous l'avons dénoncé, le MAS décide et la justice obéit. On m'envoie 4 mois en détention dans l'attente d'un procès pour un coup d'État qui n'a jamais eu lieu. D'ici, j'appelle la Bolivie à avoir foi et espérance. Un jour, tous ensemble, nous reconstruirons une Bolivie meilleure. Depuis sa cellule, elle demande également à l'Union européenne et à l'Organisation des États américains d'envoyer des observateurs en Bolivie afin d'évaluer de manière impartiale sa détention. Et puis au Royaume-Uni, c'est une première depuis la fin de la guerre froide. Le chef du gouvernement britannique a annoncé le renforcement de sa puissance nucléaire. Boris Johnson a exposé devant les députés sa stratégie en matière de défense, de sécurité et de politique étrangère. Une petite bombe qu'a lâché Boris Johnson. L'ancien maire de Londres a livré sa revue stratégique chargée de livrer sa vision en matière de défense, de sécurité et de politique étrangère du Royaume-Uni pour les 10 prochaines années. Annonce choc, le Premier ministre a annoncé le renforcement du plafond de son stock d'ogives nucléaires. Le plafond maximum de son stock d'ogives nucléaires passe de 180 à 260, soit une augmentation de 45% de ses capacités dissuasives actuelles, une annonce qui met fin à un désarmement progressif engagé il y a 30 ans. L'objectif primordial de cette révision la plus complète depuis la guerre froide est de rendre le Royaume-Uni plus fort, plus sûr et plus prospère, tout en défendant nos valeurs. Maintenir une dissuasion minimale crédible, c'est l'assurance ultime pour la sécurité des habitants de ce pays. Une augmentation justifiée selon le rapport par, je cite, une gamme croissante de menaces technologiques et doctrinales. La Russie est ainsi vue comme une menace directe,
dans une moindre mesure, la Chine ou encore certains groupes terroristes sont aussi pointés du doigt. Une vision et un raisonnement critiqués par l'opposition ou encore certaines ONG en faveur du désarmement nucléaire. Ce n'est pas le moment de commencer une nouvelle course aux armements nucléaires. Alors que le monde se débat avec la pandémie et le chaos climatique, il est incroyable que notre gouvernement choisisse d'augmenter l'arsenal nucléaire britannique. Le gouvernement étant à court d'argent, nous n'avons pas besoin de dépenses grandioses et coûteuses pour des armes de destruction massive. Un changement de cap qui contrevient aux engagements annoncés par Londres en 2010 d'une réduction de son arsenal nucléaire, une réduction qui était à l'origine prévue au cours de la décennie 2020, une démonstration de force qui devrait entraîner un surcoût de plusieurs milliards d'euros. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention.